Annonce pratique, donc, en raison de... bon, ça s'adresse à l'assistance, mais évidemment, ce sera entendu aussi par les gens qui entendent la vidéo. Bon, en raison des circonstances, il nous a semblé préférable de reporter le séminaire qui était prévu la semaine prochaine, parce que bon, moi-même, en fait, je vais devoir, pour des raisons familiales, faire le confinement en dehors de Paris. Et puis, il est possible que dans l'assistance, il y ait aussi des gens qui partent. Donc, moi, il me paraît préférable d'attendre jusqu'à mai, quand on peut espérer avoir retrouvé des conditions plus normales, et notamment la possibilité peut-être d'avoir une assistance un peu plus nombreuse. Alors, je pense qu'il faut éviter la première moitié de mai, parce qu'il y a beaucoup de longs week-ends. D'abord, on ne sait pas si le confinement sera arrêté déjà ou pas. Bien. Parce qu'en principe, c'est prévu jusqu'au 26 avril, mais minimum. Deuxième moitié de mai, ça devrait quand même commencer à aller mieux. Mais il y a tous ces longs week-ends, la première moitié de mai. 1er mai, 8 mai, Ascension. Bon. Ce qui fait qu'il nous paraît préférable de prévoir les 2 derniers séminaires le 21 mai et le 28 mai. En principe, même heure, même salle. Mais là, il peut y avoir des contraintes avec le Collège de France. Donc j'attends la réponse de l'administration. Je ferai savoir de toute manière. Les informations sur ce séminaire sont disponibles sur le site, je suppose. Donc voilà, ce sera communiqué. Bien, alors, on peut reprendre. On reprend. Oui, alors pour la personne qui vient d'arriver. Bonjour. Oui, je venais d'annoncer que le séminaire de la semaine prochaine n'aura pas lieu, et en fait ce sera reporté, les 2 derniers séminaires prévus seront reportés au 21 et au 28 mai, et ça va être annoncé sur le site. Bon, tu passes la diapo, voilà. Alors, toujours à propos de cette question irritante de l'endroit où Péroz a été réinstallé comme gouverneur de Perse à partir, semble-t-il, de la période 661-663. Oui. Alors d'abord, oui, j'avais mentionné ce point. Il est installé comme gouverneur de Perse. Il n'est pas véritablement reconnu comme roi. Donc, c'est pas complètement une restauration patronnée par les Chinois. Voilà, l'idée, c'est que, en théorie, il exerce son pouvoir dans une zone dont on peut penser qu'elle avait appartenu à l'Empire sassanide, puisque c'est officiellement appelé le gouvernorat de Perse. Alors, le nom transmis, c'est donc Jiling, qui phonétiquement pourrait correspondre à Zarang, chef-lieu, donc capitale de la province qui était même en fait un royaume vassal du Sistan. Donc ça irait bien dans le schéma de légitimité que j'ai présenté. Alors il y a une hypothèse alternative qu'avait proposée Enoki, qui est une ville près de Merv, qui s'appelle Jirang. Ça irait aussi, phonétiquement. Mais là, il y a vraiment plusieurs problèmes. D'abord, j'ai vérifié, c'est une petite ville qui n'avait jamais été un chef-lieu quelconque à l'époque sassanide. D'autre part, oui, c'est 35 km au sud-est de Merv. Alors on pourrait dire, oui, s'il était aidé par les troupes du Tocharestan, ça pourrait être... Voilà, ils auraient pu arriver à la limite de l'oasis de Merv. Mais là, il y a un problème chronologique. C'est que les Arabes, à partir de 661, les Arabes sont de retour à Merv, et solidement, puisque à partir de Merv, ils recommencent à faire des campagnes vers le Tocharestan.
Donc, ce n'est pas du tout un contexte où on peut imaginer une pseudo-restauration sassanide à côté de l'oasis de Merv. Alors, dans la période précédente, le début du règne théorique de Péroz, 655-661, dont on a parlé avant. Alors là, oui, les Arabes ne tenaient plus Merv en permanence parce ils étaient divisés par la guerre civile entre les partisans d'Ali et les partisans de Moawiya. Donc ils ont à plusieurs reprises évacué Merv. Et puis nous savons que à ce moment-là, ce qu'on nous apprend, c'est que Péroz a été, semble-t-il, il y a une difficulté de traduction, mais semble-t-il, il a été accueilli avec ses troupes par le roi du Torarestan. Mais bien, c'est la période, c'est pas la période où on nous situe la pseudo-restauration à Jilin. C'est avant. Donc, je pense que l'hypothèse proposée par Enoki est vraiment très très difficile à soutenir. Pour Zarang, il y a le problème de l'éloignement, mais comme j'ai dit, il se pourrait qu'en fait, on ait laissé Péroz avec ses alliés du Torarestan se débrouiller, et depuis le Torarestan, on pourrait imaginer par exemple une petite expédition militaire qui l'aurait réinstallé dans un endroit limitrophe de l'Hindoukouche. Voilà, c'est comme ça que je verrai les choses, parce que c'est comme ça que ça va sans doute se passer un demi-siècle plus tard, au moment des derniers prétendants qui seront réfugiés dans cette région. Actuellement, avec les données que nous avons, on ne peut pas aller plus loin, le problème étant que ni Péroz, ni Narsé, ni leurs successeurs n'ont émis des monnaies. Voilà, alors on continue avec l'inscription de sogdienne de Aktobé, publiée par Lifshitz. On en a déjà parlé, donc c'est une inscription sur le bord d'un vase. Bon, il est un peu difficile de situer cet Aktobé parce qu'il y en a plusieurs. Ça veut dire tout simplement le TP blanc. Bon. Mais Aktobé, il parle de l'Aktobé de la vallée du Tchou. Donc, l'image, la suivante, la carte. Voilà, le seul que nous avons trouvé, c'est là, sur cette carte. Bon, alors vous voyez, Akbeshim se trouve ici. Krasnorechenskoye Gorodiche, qui est sans doute Nevaket, doit être tout près. Bon, on n'est pas loin, on est dans la vallée du Tchou. Alors, elle a été publiée donc par Lifshitz et relue par Yutaka Yoshida. Alors, Lifshitz donc l'identifiait. En gros, hein, les traductions proposées sont très semblables. Hein. C'est une inscription de propriété sur une jarre, de bénédiction sur une jarre de vin. Voilà, donc la double datation, année chinoise, ou est-ce année du lièvre, est-ce année chinoise ou année turque? Peut-être plutôt, oui, plutôt année chinoise. Et ensuite, indication de jour dans le calendrier zoroastrien. Et un problème sur cette phrase qui, selon Lifshitz, serait la signature du scribe. Et ce qu'a apporté Yoshida, très important, c'est que cette année 160 fait référence à le calendrier zoroastrien post-sassanide, où on date d'après le dernier roi reconnu en Iran, c'est-à-dire Yazdgir III. Alors, Yoshida ensuite pense que les mots qui précèdent ce chiffre qualifieraient d'une certaine façon cette année, mais ça paraît, bon, je pense vraiment pas que ça puisse être ça. Alors, il a proposé. En fait, dans sa dernière version, il ne donne rien pour ces mots, pour ces trois mots, Khwecht, Ramer, Abs, ouais, il ne donne rien. Dans une première version, en japonais, il lit comme ça, Khwecht, et il y a une seule façon de comprendre ce mot en sogdien, c'est le mot qui veut dire
le maire, ou enfin, voilà. Ça peut être le maire d'une ville, et ça peut être aussi un enseignant. C'est le maître, voilà. Oui, mais je pense qu'il est beaucoup plus vraisemblable de lire comme Lifshitz, Nepircht. Vous voyez, c'est pratiquement les mêmes caractères. J'ai vérifié sur l'inscription, ça peut aussi se lire Nepircht, qui est tout simplement à écrit. Donc c'est la signature du scribe qu'on attend à cet endroit-là. Et alors, donc là, Lifshitz lit un nom qui serait arabe, en fait, Alim Khan Abbas, ce qui ne pose pas de problème pour un scribe qui écrivait en sogdien, parce qu'on peut parfaitement imaginer un scribe connaissant le sogdien et ayant un nom musulman. À cette époque, c'est tout à fait possible. Je suis en train de... Oui, non, voilà. Problème pour alors la date. Donc si c'est bien le calendrier zoroastrien avec l'année de Yazdgird, pourquoi l'année du dernier roi sassanide dans un endroit très très loin de l'empire sassanide? Ça pose pas de problème non plus. Voilà les calculs qui ont été faits. Il y a 3 candidats possibles d'après le nom du jour, puisque le mois n'est pas indiqué, mais c'est très vraisemblablement, je vous passe l'argumentation, mais c'est certainement 652, enfin voilà, de l'année, c'est 811, c'est 811, et l'année 1 de Yazdgird, c'est l'année où il a été tué, 652. Alors, en réalité, ça ne pose pas de c'est assez normal, et confirmé par ailleurs, qu'après la chute de l'Empire sassanide, dans les formules de datation zoroastrienne, on a adopté en fait l'année de Yazdgird parce qu'il n'y avait pas d'alternative. Dans les inscriptions sogdiennes pré-islamiques, on datait d'après l'année de règne du roi local. Mais en 811, il n'y a plus de rois locaux zoroastriens. Donc, les zoroastriens, ou plutôt, parce que ce n'est pas évident que cette inscription émane vraiment d'un zoroastrien, les gens qui dataient encore d'après le calendrier zoroastrien se sont alignés sur l'usage des zoroastriens d'Iran. On en a confirmation par une inscription plus tardive, qui est l'inscription Pélévi, une stèle trouvée à Sian, qui a posé des problèmes de lecture, mais ces problèmes sont maintenant largement résolus. La suite, voilà. Donc, date chinoise qui correspond à 874, date zoroastrienne avec probablement une faute de 2 ans. Voilà, mais ce serait donc et c'est la première ère de Yazdgird, parce qu'il y a 2 ères de Yazdgird. Il y a l'ère où il est monté sur le trône et l'année où il a été tué. Et selon les cas, c'est l'un ou l'autre. Bon, là, ça pose donc pas vraiment de problème. Donc, on est à un moment... il se trouve aussi que dans cette inscription, on a la date en calendrier musulman. Il y a une photo qui suit au Chaozhong ou ma lecture? Non, ok. Il y a les 3 dates, chinoise, zoroastrienne et musulmane. Donc, ça ne leur pose pas de problème. Ils datent d'après l'empereur de Chine. Ils datent d'après le calendrier musulman. Et ils datent d'après le calendrier zoroastrien. Voilà. Donc, ce serait une confirmation que ce calendrier zoroastrien... cette année zoroastrienne du dernier roi sassanide s'est trouvée en fait en vigueur partout, au bout d'un certain moment, partout où on utilisait encore le calendrier zoroastrien. Voilà, c'est ça qu'on peut dire sur... je vérifie que... voilà, non, c'est ça qu'on peut dire sur cette inscription du Tchou, de Aktobé. Merci. Et on passe maintenant à... on revient à Akbeshim. So let's return to Akbeshin and finish this topic today. And previously, we already showed the series of the bulletin of the Teikyo University. More results will be published this year. And in addition, there is a series of the Waseda University
published by the members of the same team led by Amambaeva and Yamauchi. The official PDF are also downloadable at their website. And last week, maybe 2 weeks ago, I also mentioned Chinese roof tiles unearthed around the center of the Rabat or the Shahistan too. Donc, Rabat Shahistan II, c'est l'enceinte qui se trouve juste au sud-est de la ville supposée plus ancienne. Voilà, on a maintenant des indices qui permettent de penser que l'administration chinoise s'était en fait installée dans cette extension. Donc voilà. Yes, I will show the plan. The find spot is almost in its center of the Shahistan too, and just a bit to the north. These tiles are classified in Japanese terms, and their English names according to the English captions provided in a few illustrations of the Teikyo team's report are flat tile, round-if tiles, ridge tile, round-if tiles for number 4, but actually it is another kind of round-if tiles to be installed at the edge of the roof, so in Chinese wadang. But it seems that in Teikyo's report, their English names are not distinguished, but in Japanese, they were respectively given as Marugawara and Noki Marugawara respectively. And number 4 is a single and only piece of tile fragment with Chinese inscription. Most of the tiles are found from a so-called tile zone, here marked in green. 2 samples of carbonized wooden pieces are taken from the zone for carbon-14 dating. These are found to be some species of Picea, a genus of coniferous evergreen trees, including spruce, or in French, Epicea. And such trees can still be found in the forest in the upper stream of Chu Valley. The report states that these trees were possibly cut down for the purpose of building around the second half of the 7th century. There are several decorating patterns of the round-if tile. They are compared with Chinese tiles. And the team found that they are very similar to those found on the site of the imperial palace of the Tang Dynasty around Chang'an, today's Xi'an. Concerning the tile zone exposed among the trench designed by the archaeologist, it is as long as 33 meters. They took the tile from a cross-section of the zone as wide as 2 meters, and they amount to 1,155 kilograms. Therefore, the report estimates that the whole weight of the tiles now exposed to the surface is as much as 19,000 kilograms. In fact, the category of the flat tile is roughly equivalent with the tagular in Roman style and the round-if ones with embraces. None of them are entire, so it is assumed that some buildings of Chinese style were burned, and then the ruins were somehow disturbed, and therefore the broken tiles were piled up like a zone. But as the report states, the members of these teams have different views on how the zone was formed among each other, among each member of the team. So, concerning the category of ridge tile in Japanese Noshigawara, I don't know if there is a similar type in Roman style, but it is widely used in East Asia, such as Buddhist temple in Kyoto. I think this is the Nanzenji temple. Alors, j'interviens là-dessus. C'est exactement le même système qu'on a avec la tuile romaine. Imbrix, Tegula qui est la tuile plate, et Imbrix qui est la tuile ronde, et c'est ce qui est aujourd'hui en usage chez nous, dans les régions méditerranéennes encore. Quant à la tuile de bord ronde, c'est ce qu'on appelle en Grèce une antéfixe. Alors là, c'est sorti ça devait encore exister à Rome, c'est sorti de l'usage chez nous, mais bon, évidemment, quiconque a vu
un palais chinois ou un temple chinois reconnaît immédiatement. Yes, and now I'm explaining the ridge tile. So it is that kind of spatial type. So I wonder if this one has equivalent in Roman style. On top here. Yes. Well, It's a what different happens here ce qui se passe, c'est que du point de vue visuel, Yes. les tuiles plates, les imbrex, les tegoulas, sont couvertes, deviennent presque invisibles, parce qu'elles sont couvertes par les tuiles arrondies. En fait, elles sont Okay. dessous. So that's different type. So I will explain by more photos. Mais ces trois types, ce que Yes. je voulais dire, Yes. ces trois types ne correspondent pas à trois types différents de construction. Ils vont ensemble. Et c'est tout à fait normal que la proportion qu'on trouve de tuiles de bord soit plus faible, parce que c'est uniquement une rangée. So, well, as you will see, then the style is a bit different. Well, significantly different among the classical Chinese type. Actually, this is another photo of a temple in Kyoto. And enlarged photo, I think, anyway, you see the orange is what I call flat tile, and the blue as the round tile, round eave tile, and a spatial type, the round eave tile, is called wadang, or the ending type of these round tiles. So also another photo taken in Beijing, actually Center for Research on Ancient Chinese History, Peking University. It's my working place since 2010. So the center is also an old building, renewed to some extent, and previously a quarter of an imperial garden of the Qing dynasty. So if one compares the roof edge of these Asian buildings, one can imagine that the round eaves tile are usually made with spatial design or decoration that speak for the rank and the identity of these buildings. So it is a very important discovery that the archaeologists found the ones from the center of the Shahlistan too are highly similar to the ones from the Tang Imperial Palace around the 7th and 8th centuries. Here I roughly summarized what Yamauchi and his colleagues expressed in 2018. In brief, the roof tiles from the Shahlistan too can be dated to the Tang period. Their decoration pattern and the techniques of their fabrication are the same as that in the imperial palace in Chang'an. Therefore, in addition to the Du Huaibao stele, so far, already known to scholars, the discovery of these tiles can serve as a far more clear and strong piece of evidence to identify the Shahlistan II, or the Ravat, with the Chinese garrison in Suyab. The report assumes that these tiles may be made locally around Suyab by the workers from China directly dispatched by the Tang court. In fact, as I have discussed recently elsewhere, some Chinese paper makers might have been dispatched to Suyab or other sites beyond the Tian Shan Mountains before the Talas battle, but I will not treat this issue today. So, concerning the Du Huaibao stele, we have discussed the name of this general. He guarded Kucha before Pei Xingjian's military action, and during the action, his position was temporarily shifted to the highest military commander in Bashbalik, and when the Suyab was occupied by Tang troops, his position was again shifted back to Kucha, but he was commanded to guard Suyab by himself. For this key paragraph, I would like to remark that in last 2 weeks, 2 weeks ago, I think, I provisionally translated Dacheng Suiye simply as the great city Suye, by adopting the view of Saito. But in fact, one may alternatively translate it as he, namely Wang Fangyi, largely fortified Suye. This way is a more elegant expression and conforms more with the style of such kind of literature, and therefore adopted by a number of Chinese scholars, including many of my colleagues in Beijing.
The Du Huaibao stele was collected in or around Akbashin. It was first published by Kato Kyuzo in 1997. This is a cover of the copy kept in the college, previously a gift from the Kato himself to my guru, Professor Zhang Guangda, via the famous scholar Ikeda Om. So, oui, quelques mots sur Kato, parce que c'est assez... ça n'est pas indifférent de savoir ce qu'était la carrière de Kato pour comprendre pourquoi c'est lui, en 97, qui a fait la première publication, qui a été autorisé à faire la première publication de cette inscription. Alors, il faut savoir que, je ne sais pas exactement quand l'inscription a été trouvée, mais elle avait été trouvée avant. Et on soupçonne que cette inscription, ou peut-être d'autres, avait été trouvée à l'époque soviétique, à Souyab. Mais dans le contexte des relations très mauvaises entre la Chine et l'URSS, il n'était pas imaginable que des savants soviétiques publient des preuves d'une existence de l'administration chinoise sur une partie du territoire soviétique. Donc tout ça a été... bon, bien sûr, dans les publications, on mentionne la garnison chinoise, etc., etc. Mais on n'avait pas mis en avant les preuves évidentes d'une présence administrative au haut niveau et d'une présence culturelle. Alors, Kato est celui qui a pu briser la glace, parce qu'il avait une histoire personnelle assez intéressante. En fait, c'était un officier pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a été fait prisonnier sur le front de Mandchourie et prisonnier par les Russes. Et il s'est retrouvé déporté en Sibérie pendant des années. Mais il dit que ça a illuminé tout le reste de sa vie parce qu'il a adoré la Sibérie. Il a même écrit un livre qui s'appelle Ma Sibérie. Voilà, il a en fait eu la révélation des racines sibériennes et des racines sibériennes de la civilisation japonaise. Alors après, il s'est intéressé, revenu au Japon, il a eu un poste universitaire, il était archéologue, il s'est intéressé aux fouilles des tumuli, des kurganes de l'aristocratie japonaise du 4e, 5e siècle, au moment où, la période véritable de formation de la monarchie japonaise. Il a fait beaucoup de similitudes avec du matériel qu'on a en Corée et qui a lui-même des similitudes avec des choses qu'on a plus au nord, en Mandchourie. Ces recherches, ce type de recherche, pour dire les choses brièvement, à un certain moment n'a plus été encouragé en Chine et a même été découragé parce que l'idée était d'ouvrir des tombeaux de la famille impériale, et la famille impériale s'y est opposée, parce qu'évidemment, là, il y avait un enjeu idéologique. On savait très bien ce qu'on risquait de trouver, c'est-à-dire des indications selon lesquelles la famille impériale japonaise n'était pas japonaise, et venait de Corée. Bien. Donc, tout ça a été... moi, à Paris, en 1987, nous avons eu une conférence par le professeur Kato sur justement ce matériel coréen, sibérien, qu'on trouvait dans les tombes japonaises. Et puis après, on n'en a plus parlé. Et en fait, Kato est revenu, est allé au Kirghizistan, et même ailleurs en Asie centrale, où il a été accueilli comme une sorte de héros, parce qu'il avait exprimé sa reconnaissance au peuple russe pour lui avoir révélé les racines sibériennes de sa culture. Et donc, tout ça a fait qu'il avait une position personnelle très forte en URSS, et que ce n'est pas par hasard que c'est finalement à lui qu'on a confié la première publication scientifique de cette inscription,
mais attention, dans une publication internationale. C'est-à-dire que, voilà, c'était une façon pour les autorités qui étaient à l'époque, donc déjà les autorités kirghizes, puisqu'on est après l'indépendance, de se dédouaner et de considérer qu'elle n'était plus véritablement directement impliquée dans cette affaire. Voilà, tout ça pour dire que ça marque vraiment un tournant, parce que c'est le premier moment où officiellement dans les publications scientifiques, on peut parler du matériel chinois trouvé à Akbeshim. So, merci. According to the statement of in this book, the Du Huaibao stele was brought by a local farmer in 1982 to a small museum near Burana. It's a site near Akbeshim. But according to the farmer, the stele was found on the site of Akbeshim. It was first read and analyzed by Naito Midori in the book for Kato, in the book written by Kato, and then a lot of Japanese and Chinese scholars joined this discussion. The latest one was published by Kakinuma Yohei in 2019, based on the result of 3D laser scanning undertaken by the Kyrgyz Teikyo Waseda team in 2017. Here I provide Kakinuma's reading by giving it vertically. The important progress of the difference from the previous ones is marked in blue. And for the convenience of our audience here and the ones for our video, I provide a provisional translation of his reading as well, for who do not really read classical Chinese so well. So here I provisionally translate Du Huaibao, the Vice-Protectorate General of Anxi, Kucha, the commander of suppressing the 10 tribes of the Western Turks, Suyab, bearing the honor of the supreme pillar of the state. This was an honor that became more and more popular in the Tang period, something like a high-ranked knight in Europe. So, for the sake of the uppermost majesty of the celestial emperor and celestial empress, for the sake of the lower, his late mother, see, make her or them go to the realm of Dharma, and perhaps birth, and then perhaps he wish all of some people safe and sound, and to obtain happiness in another world, and he honorifically ordered someone to make this statue of one Buddha and one or two Bodhisattvas. Concerning Kakinuma's reading, first of all, is the breakthrough on the titles Celestial Emperors and Celestial Empress, namely Gaozong and his epos, Wu Zetian. This talented woman had controlled the political affairs of Tang around the 1660s. She crowned herself as the emperor and the founder of the Wuzhou dynasty in 1690 at the age of 66 or 67 years old. She is the only female emperor, not just the epos of an emperor, but a real emperor, who is officially recognized in the history of China. In fact, a few years after the military action of Pei Xingjian, the Tang dynasty lost the 4 garrisons in its west again. It was she, during her Zhou dynasty, who recovered them and established a strong control in 692. And during her dynasty, the 4 garrisons were Kucha, Khotan, Kashgar, and Suyab, although the status of Suyab was quite unstable. It is known that she dispatched 30,000 Chinese soldiers to the 4 garrisons, presumably including Suyab, and the military system established during her dynasty lasted about 100 years in the Tarim Basin, although her dynasty was no longer than 60 years. And before her death, she was made to return her power back to the house of her husband and son, namely the Tang dynasty. It was Saito in 2016 who recognized the character Huang, emperor, on the stele. In China, the title Tianhuang, celestial emperor, was only used during the Gaozong for a decade,
So this discovery helped to narrow down the dating of this stele. In addition, a question indicated by Kakinuma is the reading of the number 1 or 2 in the last line, namely the rightmost line. Previously, all the scholars agreed that the number is to be read as 2, very probably because an image of a Buddha combined with 2 bodhisattvas as a common combination of Chinese Buddhist art is in their mind, such as this one. It is found on a stele or a stone relief collected near Buddhist Temple 2 on Krasnaya Rechka, a site very close to Akbeshin. However, Kakinuma thinks that the number is perhaps 1, although he admits that this problem is not yet solved. At any rate, scholars have already realized that this stele is actually a colophon of a statue donated by Du Huaibao as a faithful Buddhist for the welfare of his emperor, empress, his deceased parents, and his relatives. Here, I provide a reading of Liu Zifan, who integrated the previous reading before his to a very excellent extent, as well as Kakinuma and the reading of myself. In brief, one can accept that the reading of Celestial Emperor and Celestial Empress by the Kirghiz Teikyo team. In addition, I modify and restore more as colored in green. First, one should know that the foredge of the inscribed facade now seems to be clear. It is either under the feet, perhaps, or of a Buddha statue, or under a lotus seat and 2 standing figures. Today I will not spend time on how different my reading is and how I achieve it based on Buddhist colophons and literatures, but at least the character Shu, one's relative and followers, rather than previously transcription Shi. In Kakinuma's reading, Shi Zhi, make someone to go, seems very obvious in my eye. So I trace what I see in a hurry because I modified Kakinuma's reading only 2 days ago when preparing slides for today. And we may return to this when we have time. And here, my provisional, like this. And here, my provisional translation of my tentative transcription is given here. So I read again, Du Huaibao, the Vice Protectorial General, etc., and bearing the honor of the supreme pillar of the state, perhaps of the Great Tang Dynasty, because it seems to be some space. And for the sake of the uppermost majesty of the emperor and empress, and for the sake of lower beings, as perhaps his mother, his father, and his ancestors, as well as all his relatives and followers being alive, as well as all the beings in the realm of Dharma Dhatu, and he wished all of them safe and sound and obtain their happiness in another world. This refers to his deceased parents, I think, and the ones safe and sound refer to those who are still alive. So anyway, he honorifically ordered someone to make this statue of 1 Buddha and perhaps 1 or 2 bodhisattvas. So I have sent this reading to Rong Xinjiang yesterday, and he returned his opinion just 3 hours ago. And basically, he agrees that there is indeed such a space of improvement, and we will fix our reading in near future. But anyway, he reminded me that after he looks all the recent paper I provide to him, he found maybe all of them forget a very important piece. That is this statue of chief of Suyap prefecture. Among the 61 statues of foreign rulers and chiefs standing in front of the tomb of the Gaozong and Wu empress. Excuse me, just one question. Can he be a Sogdian? Yes. Okay. Because as he has discussed in this paper dedicated to Nicholas Sims Williams, it
explain that the name of this prefect of the Suya prefecture around 705, his surname is An, so basically from Bukhara, and Chebi is Chabish general. Chepish. Yes. Chepish, yes, So, general. Here Probably, un titre probablement d'origine chinoise, mais qui est entré en sogdien. Yes, anyway, Yoshida has written a paper about this title. Okay. So, in Rong's opinion, at the turn of the 8th century, the chief or local ruler around the Suyap prefecture, in Tang system, is very probably a Sogdian origin and even of Bukhara origin. So, this is what we can talk about Du Huaibao stele. And actually, last week when we read the flowery text on the life career of Pei Xingjian and his victory around Suyap, there is one phrase, Chinese and non-Chinese help each other. They erected a stele at Suyap. Here the character Bei stele contains the root of Shi, stone, rock, as the name of the state of Shi, Chach, or Tashkent. So Pei Xingjian is believed to erect a stone stele about his victory around Suyap. This is definitely not the Du Huaibao stele treated above, because that should be just a stone relief or Buddha statue as a donor's donation to a local monastery. In fact, there are two candidates concerning the Pei Xingjian stele. Both are said to be collected around Akbeshin and first published by Kato. But so far, this question is still debated. Nurlan Kenji Ahmed, a former student of Professor Lin Meicun, Department of Archaeology of Peking University, indicated the possibility to identify the one in the left as the Pei Xingjian stele in 2008, based on its decoration style and size. On the other hand, several historians, such as Professor Zhu Yuqi, Department of History, also of Peking University, argue that the one on the right is the Pei Xingjian stele, based on the textual content that is still readable to a large extent. This question is suspended for our seminar today, and let us continue to explore the freshest result of the Kyrgyz Teikyo team. In fact, soon after the team discovered the tile zone, they found another zone of mosaic floor also around the center of the Shahlistan too, composed of stone pieces or cobbles colored in white, red, turquoise, and blue. So, your brief comments? Oui, l'équipe japonaise a proposé de reconnaître ici des motifs qu'on a dans la peinture sogdienne. Je ne suis pas très convaincu. Il faudrait vérifier les images d'ornements sur les textiles, notamment ça a été étudié par Etsuko Kageyama, voir si on trouve des points communs. Bon, ce sont... moi, une idée qui me vient, c'est que ça pourrait imiter en fait des motifs de tapis, et des tapis qui seraient des tapis locaux, des tapis fabriqués par les populations locales turques, qui ont toujours fabriqué des tapis, dont on sait qu'ils portaient des motifs ornementaux. La technique elle-même, cette technique de mosaïque, n'est pas centra-asiatique. Enfin, il y a eu des mosaïques de cailloux, de galets, à l'époque des Grecs. On en a trouvé dans la ville d'Aïranoum, mais ensuite ça disparaît complètement. Donc, voilà. Et, par ailleurs, ça ne semble pas non plus attesté en Chine. Donc voilà, ça c'est un problème. Peut-être de l'imitation de motifs de tapis. C'est tout ce qu'on peut dire. So it seems that the Kyrgyz Teikyo Waseda team and the Chinese team will publish more results of their recent excavation at Akbeshin and at Krasnaya Rechka respectively. So we look forward to seeing those publications.
Now we finally discuss the problem of the Dayun Temple, or the Great Clouds Monastery. As mentioned in last few weeks, there are 3 Buddhist temple ruins in Akbeshim. The Temple Zero, excavated by Bernstein in the 1930s, had almost totally disappeared on the surface ground after his excavation. On the other hand, Du Huan said that, as tentatively translated by Antonio Forte, according to the edition of the Zhonghua Book Company, at the place where in the past has lived Princess Zhao He, the Dayun Monastery was erected, which still exists. From its syntax, one may already realize that this sentence is not so easy to understand. So Chavant once rendered this passage as En 1648, un général chinois s'empara de la ville de Suye et on éleva un temple appelé Dayun Si, sur l'emplacement où avait autrefois demeuré la princesse de Jiao He. In other words, Chavant thought that the temple was built by the general Wang Zhengjian after his attack of Suyap in 748, and therefore, of course, after the marriage of the Turkic princess with the Turkish Kagan Sulu in early 8th century. Concerning this, Clausen, after reading Russian reports, simply indicated that this can be hardly anything but the Buddhist temple excavated by Kislasov, without giving any further argumentation. On the other hand, Louis Ambis, who communicate almost in the same time, did not treat this temple attested in the Tongdian. So, maybe your introduction on Kislasov and Ambis 61. Oui. Alors, bon, cet article, cette communication de Louis Ambis a rendu vraiment beaucoup de services. Bon, il faut savoir qu'elle ne contient rien d'original. Hein. Louis Ambis, qui était donc professeur au Collège de France, qui occupait une chaire en fait d'un intitulé assez proche de la mienne, études centra-asiatiques, était au départ un élève de Pelliot, que Pelliot avait plutôt spécialisé dans l'étude du mongol. Bon. Il connaissait aussi, Ambis connaissait aussi le chinois, mais il se trouve qu'il ne connaissait pas le russe. Alors que Pelliot connaissait le russe. Il avait été agent politique français pendant la guerre civile russe et avait épousé une russe. Ambis ne connaissait pas le russe, mais il s'est rendu compte au fur et à mesure de son enseignement que les nouveaux matériaux, que presque plus rien ne sortait du Xinjiang, du point de vue archéologique à cette époque, et que les matériaux sur l'Asie centrale venaient du RSS. Donc, ce qu'il a fait, c'est que, ça lui a été reproché ensuite, une grande partie de ses cours du Collège de France, dont j'ai suivi les derniers, étaient en fait fondés sur des traductions très exactes que faisait pour lui un traducteur, un émigré tchèque, M. Bourda, qui en fait travaillait à plein temps pour les cours de Ambis. Alors, bon, c'est pas de la recherche originale, mais ça a au moins permis de faire connaître en français beaucoup de ces publications soviétiques peu accessibles et qu'à l'époque, très peu de spécialistes pouvaient lire. Alors, il a fait donc une communication à l'Académie sur Akbeshim et ses sanctuaires, qui est en fait purement et simplement le résumé du rapport de Kislasov dans son premier gros rapport en 1959. Voilà, c'est très utile parce que c'est bien fait, c'est précis, il y a très peu d'erreurs, d'après ce que j'ai pu vérifier, et c'est très clair. So concerning the problem of the Dayun Monastery, it was my guru Zhang Guangda who first provided detailed argumentation on this problem. He identified the
also as Clausen identified the temple with the Temple 1. As early as in 1979. So, in this paper, he indicated that Chavan was wrong by conceiving the date of the temple as late as 748. In fact, as Zhang indicated, the Dayun Temple, the Great Cloud Temple, is known to be widely built in the whole China, as so commended by the Empress Wu in the year 690, namely the year of her foundation of the Zhou dynasty. And since the temporal loss of Suyab was recovered by her troops in 692, the foundation of this temple must be into about 692 or a bit later. At any rate, impossibly in as late as Tianbao period. So, what described by Du Huan means that the temple is situated near by the residence of the Zhaohe princess, and this temple still existed when Du Huan passed there, roughly between 748 and 751. So, in that time, Zhang was one of a few historians in China who could read Russian quite fluently. And by combining Russian archaeological reports, he indicated that Temple 1 would be most probably the very site because it was only 100 meters from the citadel. Here from the photo of the Kyrgyz Tekel team, you see the citadel and the temple just on the bottom edge of the photo. And according to Kitlasov, the Shakyamuni, Buddha and Maitreya were worshipped in Temple 1, and it is widely known that the Wu Empress perceived herself or made a propaganda of making herself as an avatar of the Maitreya Bodhisattva, namely the future Buddha. Forte agree with the identification of the Temple 1 with Dayun Temple by giving some more remarks. The most important two remarks are, first, the foundation of Dayun Temple in Suyab should be at any rate before the death of the Wu Empress in 705. Secondly, it is not sure whether Maitreya is the main object of the worshipping in the Dayun Si or not. I mean, based on the data from the whole China. So, at any rate, if one follows Zhang's interpretation about the temple's location, one has to cut the passage into two sentences, and so is the alternative translation provided by Forte in his paper. Now, in order to have an impression of the three Buddhist temples, Temple 0, 1, and 2, let's see the data about Temple 2 at first. And it is some image cropped from a Cato's book, but actually originally from Russian books in Russian. For example, you have this book, so now it's your turn. Comments on... Oui, alors c'est la publication, une publication locale de très mauvaise qualité de la fouille de ce deuxième temple. Alors ce que je ne sais pas, bon, c'est que quand Cato reproduit les mêmes images, mais je pense que c'est pas pris. Je pense pas que c'est pris du petit livre paru à Frunze en russe parce que c'est meilleur. Donc, il a dû avoir accès aux archives de fouilles à Frunze. Alors, oui, donc on a un répertoire tout à fait classique. Ce qu'on peut noter, c'est que tout de même, il y a un aspect stylistique assez chinois dans ces têtes de... Actually, I will say more style of Tumshuk Kucha and Karasha. Oui, maybe you mentioned it. Right. Oui, plutôt Tumshuk Kucha Nord, Xinjiang, voilà, assez nettement. Sinon, c'est un temple plus modeste que le temple 1, parce que, ou plutôt peut-être seulement une... Oui, on a vraiment la partie centrale, enfin, c'est très, très concentré. Il n'y a pas cette grande cour, cette enfilade de locaux dont on pense que peut-être elle marque une influence sogdienne. Ici, c'est vraiment un temple très, très condensé. Yes, actually, I will
I recommend you to read Iwai's paper if you read Japanese, because last year he published, in 2019 he published a paper on the comparison of the style in Chinese Turkestan and Tokhalistan and Chu Valley. And his conclusion is that it seems there are close relation between the art in Chinese Turkestan, around the Tarim Basin, and one in Chu Valley. But we more need more than evidence. with Tokharistan. Yes, more than. So, it's still your turn on Bernstein's your book. So, a brief introduction of the Temple Zero. Oui, alors voilà, c'est ce que, en fait, c'est tout ce qu'on a sur la fouille du Temple Zéro, puisque après l'expédition pionnière de Bernstein, tous les restes ont été détruits. Hein. Bon, mais alors, ce qu'on voit, c'est quand même. Ce qui est intéressant avec ce Temple Zéro, c'est que, semble-t-il, des 3 temples, c'est le seul qui a fourni du matériel qui paraît vraiment chinois. Hein. Sinon, du point de vue architectural, il est extrêmement mal connu, puisque on soupçonne que cette partie serait le temple, le sanctuaire lui-même, avec le corridor autour, et qu'à côté, il y aurait les restes du monastère. Mais vous voyez très bien que ce relevé, ce n'est pas un relevé archéologique. Ça ne correspond pas à ce qui vraiment pouvait être observé à la surface, qui ne devait plus être en fait que la base des murs. Et puis c'est pas non plus un relevé, c'est pas non plus un plan architectural, parce que aucun bâtiment ne peut fonctionner comme ça, il n'y a aucune porte. C'est une sorte de tentative de mettre ensemble les observations qui pouvaient être faites sur un bâtiment complètement détruit. Right, and these are more plates from the same books. Voilà, ça c'est très intéressant. And also this one. Oui, parce que ça on ne l'a pas dans les autres temples. So, as recognized by the Kirghiz Teikyo team, there among these finds from Buddhist Temple Zero and excavated by Bernstein, there are also the ending type of fragment of Chinese round roof tiles from this very site, as well as the lotus at the base of the some statue, etc. And in fact, the upper middle piece with the foot of some beast has been compared by Mori Michio last year with another piece of Buddhist stone relief as a combination of 1 Buddha and 2 Bodhisattva and 2 lions, said to be collected from Akbeshim in 1987. So, actually, it was Kato Kyuzo who first expressed the skepticism on the theory of identifying Temple 1 with Dayuan Temple, as shown in this paragraph extracted from his book. There, he emphasized his observation that nothing of Chinese style is found from Buddhist Temple 1 nor from Buddhist Temple 2. However, given that Temple Zero was dated by Bernstein to the 9th or 10th century, he guessed that perhaps the Dayuan Temple was still buried somewhere. But now, the Kirghiz Teikyo team largely agrees with observation, while identifying the Dayuan Temple exactly with Temple Zero by dating the ruins to the Tang period because of those kind of Chinese roof style. En fait, Kislasov, semble-t-il, pas dans son rapport de 1959, mais dans son livre de 2006, où il reprend tout, discute brièvement l'identification du temple du Grand Nuage, parce qu'en fait, entre-temps, il avait eu connaissance des données chinoises. Et sa position n'est pas très tranchée. Il ne l'exclut pas, mais il a des réserves du point de vue archéologique, parce que selon lui, la construction du temple se place pendant le 8e siècle et pas vers 690, et que d'autre part, le matériel découvert montrerait plutôt des influences sogdiennes et rien de véritablement chinois. Mais encore une fois, il ne se prononce pas de manière ferme. Nous allons voir que la datation archéologique du temple 1
n'est en fait pas un problème réglé aujourd'hui. So now more data from about Temple 1, also provided by Kato. And here Voilà, is the dans le premier rapport. Oui, Alors c'est voilà, ça c'est un peu, je dirais, c'est un petit peu le début de la dérive. Parce que il se trouve que d'après les restes quand même vraiment importants, pas mal conservés du Temple 1, on a fait dans la publication de 1959 des tentatives de restitution. Et ces tentatives ont été faites par un architecte archéologue qui était doué, qui était Khmelnytsky, mais qui avait une certaine tendance à l'imagination. Et ça a continué après dans ses livres successifs. En réalité, je découvre que les livres de Khmelnytsky sont extrêmement délicats à utiliser. Alors, la restitution proprement architecturale est sans doute assez fiable, hein, avec le complexe d'entrée dont on va parler ensuite, la cour, la grande salle à colonnes, le sanctuaire. Ça, c'est assez fiable. Ça, l'entrée, disons, voilà, l'entrée depuis l'entrée depuis de la cour au portique, avec ces Bouddhas, c'est quand même très problématique. La seule chose dont on peut être à peu près sûr, c'est qu'il y a une statue assise à l'européenne ici, qui serait donc Maitreya, parce que ça le caractérise. À gauche, en fait, on n'en sait rien. On a trouvé seulement quelques petits fragments. Le problème, c'est que cette reconstruction de Khmelnytsky a été ensuite reprise dans toutes les publications, jusqu'à Kato, sans qu'il soit véritablement précisé que c'était quand même une évocation avec une très très grande marge d'hypothèse. Et ça a fini par devenir la base archéologique du raisonnement. Oui, alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est que donc à ce sujet, voilà, ce qu'on a trouvé, ça c'est les mauvaises photos du premier rapport, c'est les pieds de Maitreya, d'accord, ici. Et ici, des fragments, et on ne sait pas ce que c'était. Et il y a une considération, alors on part de l'idée que, puisqu'on a ici Maitreya et Bouddha Shakyamuni, disons, voilà, ce serait cela, c'est cela auquel il serait fait allusion dans l'épitaphe de Pei Xinjiang, quand il est question qu'il a dédié une statue de Maitreya et d'un bodhisattva ou d'un Bouddha. Bien. Alors, il y a on fait comme si c'était nécessairement ces statues-là. Or, c'est très douteux, parce que ce sont des statues en terre crue et qui n'occupent pas non plus la place d'honneur dans le sanctuaire. C'est-à-dire que ce n'est pas a priori ce dont le gouverneur se glorifierait en premier. Si un gouverneur mentionne la dédicace de statues, ce sont des statues qui ne peuvent être qu'en pierre ou en bronze, dans des matériaux nobles. Et on voit très bien que dans l'inscription de c'est la base d'une statue en pierre. Voilà. Alors, il se trouve que dans celle-là, tout à fait à l'arrière, on a trouvé des fragments de statues en bronze. On ne peut pas dire plus, avec une sorte de... peut-être tu montres la photo, là. Oui, voilà. Donc, les statues sur lesquelles tout le monde s'excite depuis les restitutions de Khmelnytsky, elles sont ici et ici. Mais à mon avis, ce n'est pas du tout les statues principales. Et ici, il y avait des fragments de statues en bronze, et on signale ici donc une sorte de dépression rectangulaire qui, à mon avis, pourrait très bien être un piédestal sur lequel on avait mis un groupe statuaire qui pouvait être en bronze. Donc les statues principales, elles sont ici. Encore une fois, s'il s'agit bien du temple du Grand Nuage. Oui, je voudrais ajouter que, comment dire, actually there is no fireplace except for a small room near the entry, so we don't think it could be, at any rate, the princess residence. Non, c'est pas là, non, évidemment pas. Parce que là,
c'est vraiment la maison c'est vraiment l'appartement du gardien, avec un lit, une petite cheminée. C'est évidemment pas la résidence de la princesse. Et ici, ça pourrait être un atelier de souvenirs, parce qu'il y a des traces de fabrication d'objets en bronze. Donc on pourrait imaginer que c'était les souvenirs destinés aux pèlerins. C'est évidemment pas ici qu'habitait la princesse, si tant est qu'il s'agisse du temple du Grand Nuage. Ensuite, oui. Alors, on a trouvé d'assez beaux fragments de peinture qui ont été trouvés dans différents endroits. Le corridor à l'arrière, la cella, la grande salle, notamment le plafond. Oui. Donc, c'est quand même très soigné. Une petite tête de Bouddha qui indique qu'il n'y avait pas seulement un décor végétal et géométrique, mais aussi un décor figuré. Mais bon, on ne peut rien dire de plus. Alors, Ambis. Oui, donc voilà ce que Ambis dit. Les objets de culte retrouvés dans les diverses parties du temple sont essentiellement des plaques en bronze ajourées. Alors, on va en venir à cela, parce que ça se prête à un commentaire important. On en a trouvé 17 intactes, fragments d'une 18e. Alors, ces plaques, 12 ont été trouvées en même temps dans la cella près du mur ouest. Et ce qu'on a pu vérifier, c'est que tous les ces plaques trouvées dans la cella près du mur ouest montrent tous les types qu'on a pu différencier. Les autres, en fait, ont été trouvés hors contexte, et l'hypothèse faite par Kezlasov, résumée par Ambis, c'est qu'elles avaient été abandonnées par des pillards. Donc peut-être, en fait, toutes ces plaques étaient exposées au même endroit, c'est-à-dire ce qu'il appelle en fait l'iconostase, le mur de fond du corridor qui fait le tour du sanctuaire. Alors, on va voir qu'elles sont décrites comme ça, la plupart un Bouddha assis avec des orans, mais dans un cas, simples humains, hommes et femmes, dont l'aspect et le vêtement posent de nombreux problèmes. C'est effectivement ce qu'on va voir maintenant. Alors, ces plaques, d'après les restes retrouvés avec, était cloué sur un support qui pouvait être peut-être en bois, peut-être en cuir. Et ce support était lui-même recouvert d'un tissu de coton blanc. Et c'était donc destiné à donner un aspect esthétique. C'est-à-dire que, comme ces plaques sont ajourées, n'est-ce pas, dans la semi-pénombre du corridor, elles ressortaient bien. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que ce sont des ex-voto, c'est-à-dire que c'est destiné à être exposé, c'est destiné à être vu par les fidèles qui empruntaient le corridor quand ils faisaient la pradakshina, la circumambulation. Ça n'est pas comme dans les temples sogdiens, des corridors qui n'ont qu'un aspect utilitaire, des sacristies, des trésors. Dans un temple bouddhique, c'est pour la pradakshina. À la limite, je dirais, c'est le seul endroit où les visiteurs peuvent entrer. Parce que dans la celle-là, sauf les visiteurs de marque, en principe, on n'a que les moines. Donc, c'est vraiment exposé, c'est destiné à être vu. C'est exposé à une place d'honneur. Alors, voilà la typologie. Donc, 53... Maybe je commente ou je... Oui. Alors voilà. Donc previous one. Voilà. Alors malheureusement, on a dans certains cas, on n'a pas des très bons dessins. Les photos sont pas bonnes non plus. En fait, il faudrait aller revoir tout ça. Tout ça où? Eh bien, au musée de Frunze, donc la capitale du Kirghizistan, qui s'appelle maintenant Bishkek. Alors, on a un type tout à fait classique avec le Bouddha et deux adorateurs, donc un homme à genoux, un homme et une femme. Étant donné la médiocrité du dessin, on ne peut pas dire grand-chose sur les types physiques. Et, ils font la prière avec les mains jointes. Les cheveux coupés droits. Ici, c'est pareil, c'est le même schéma.
Bouddha, deux adorants, l'homme et la femme. Ici aussi, deux adorants, l'homme et la femme. Bon, ça n'a rien de très spécifique. On a ça aussi en Inde et en Chine. Suivante. Alors, voilà, donc le troisième type, mais on va voir tout, on a quand même pour ça des meilleurs dessins. C'est ce type que Ambis décrit comme homme et femme, avec des costumes spéciaux et d'identification mystérieuse. Donc, on a en fait, je crois qu'en fait, tous ceux qui ont été trouvés sont identiques. Hein. Ça a été fait c'est fait au moule. Donc c'était répétitif. C'est en fait le même moule. Alors la suivante. Oui, alors voilà, encore, donc je ne sais pas au total combien ils en ont trouvé de ce type-là. 7 pièces. 7 pièces, oui. Alors voilà, il appelle ça les plaques de bronze par une partie de l'iconostase dans le Siatili Charlama. Ah oui, alors oui, là j'ai fait une erreur parce que c'est pas dans le corridor, c'est à l'arrière, c'est le mur de fond de la cella. Donc c'est pas effectivement ce qu'on voit quand on fait la pradakshina, c'est ce qu'on voit quand on fait le service de la statue de culte. C'est le mur de fond de la cella. Et donc c'était fait pour être exposé. La suite. Et voilà, donc la meilleure image qu'on a, mais qui n'est pas loin de là complètement satisfaisante. On a à droite, on avait pensé à certains moments que c'était le Bouddha. Non, c'est une femme. Et vous voyez, elle a un type assez spécial. Elle ressemble pas à la donatrice qu'on a vue avant. Parce qu'elle est largement décolletée, elle a un gros collier, et puis un homme qui est assis dans une pose qu'on trouve, elle, de manière tout à fait classique dans l'art sogdien. C'est une pose d'origine indienne, c'est ce qu'on appelle le Raja Lila, le délassement royal, c'est-à-dire assis avec un pied au niveau du genou. Alors le problème, c'est que il a des oreilles d'animal, mais c'est très difficile de savoir s'il s'agit d'oreilles ou d'un ornement de tête. Le visage est barbu, là aussi, difficile de savoir s'il s'agit d'un visage vraiment humain ou un peu bestial. Et je dirais, il y a peut-être un problème aussi avec la main droite. Mais bon, là, on ne peut rien dire de plus. Et alors, la seule chose qu'on comprend très bien, c'est qu'ils soulèvent tous les deux l'image d'un chameau à deux bosses qui est couché. Et ça, c'est un trait sogdien. Ça se trouve, on va le voir maintenant, il y a des parallèles dans l'art sogdien. Où je dis tout de suite, ce symbole est reconnu assez généralement comme un symbole de la fortune. C'est assez normal qu'en sogdiane, on ait utilisé comme un des symboles de la fortune l'image du chameau de caravane. We don't know why the direction of this is inverted. This seems to be it's not the right one. The proper one is that Left. one. Hein? Right. Oui, parce que à un certain moment, une erreur s'est introduite dans les publications, ça s'est inversé, mais on pense en fait que la femme est à gauche et l'homme à droite. So, I think a similar motif indicated by Franz, published by Skoda, who actually follows Marshall, but interestingly, this one is the male is also in the left. So Yes, but that is not really significant. Okay. Alors, hypothèse de Marshak et Skoda qui ont publié en même temps, c'est que ce serait mis en rapport avec
un couple divin qu'on trouve très fréquemment à Penjikent et aussi à Samarcande. Je dirais même que c'est le couple le plus répandu. C'est ce qu'on appelle le dieu au chameau. Alors, vous voyez qu'il tient un chameau sur un plateau. Et la déesse au bélier. Alors ici, c'est pas bien conservé, mais il tient un chameau sur un plateau et il est sur un chameau. Et elle est sur un trône en forme de bélier et elle tient un bélier. Alors on les a ici dans une maison de Penjikent, on les a ici à Samarcande. Ici, le chameau n'avait pas été bien reconnu, mais ce sont eux. Le chameau peut apparaître aussi. Alors, la déesse au bélier et le dieu au chameau peuvent aussi apparaître indépendamment l'un de l'autre. Et puis parfois, c'est le chameau tout seul qu'on a. Vous voyez, et les raisons qu'on a de penser qu'il représente la fortune, c'est-à-dire en sogdien, c'est Farn, et c'est un concept qui a eu une traduction tout à fait fixe en turc, puisque quand on voit qu'il y a des textes traduits, c'est toujours ça qui est utilisé, c'est kut, qui est la notion de la fortune chez les peuples turcs. Alors, ici, on voit, il tient dans sa bouche, dans son museau, un anneau qui est un symbole de la fortune. Et ici, ce sont des monnaies de Boukhara. Et je crois me souvenir que l'inscription indique Farnbag, qui serait donc le dieu du Farn. Donc on a quand même des raisons de penser que ça a un rapport. Alors, l'interprétation de ce couple ne fait pas unanimité. Pour moi, c'est vraiment le dieu Farn, c'est le dieu qui représente la fortune, et sa compagne pourrait être la déesse Ashi, la déesse de la fortune, de l'abondance, parce qu'il se trouve que dans l'art du Gandhara, ils sont souvent représentés ensemble, réinterprétés comme deux divinités bouddhiques qui sont respectivement Kubera et Hariti. Et par ailleurs, on a un mythe qui associe cette déesse avec des béliers. Donc, ça pourrait être eux deux. Pour Marshak, il s'agit de Vahram, le dieu de la victoire et de la guerre, parce qu'il se trouve que Vahram a plusieurs incarnations, dont le chameau. Voilà, mais bon, c'est une question compliquée qui n'est pas encore résolue. Le problème quand même qui se pose là, et d'ailleurs Marshak lui-même en a été conscient, on va le voir tout de suite puisqu'il a changé d'opinion, c'est que ce couple ne ressemble vraiment pas beaucoup à celui-là, sauf l'attribut partagé du chameau de la fortune. La femme n'est pas habillée comme cette déesse, qui n'est jamais représentée comme ça, décolletée, et l'homme n'est pas habillé comme ce dieu, qui de toute façon a toujours un aspect complètement humain. Voilà, alors la suite. Donc voilà, ça c'est la planche de Shkoda, on voit bien tous les exemplaires connus. Alors, il se trouve qu'ensuite Marshak a changé d'opinion, et il a mis en rapport le dieu avec ce personnage, qu'on va voir en gros plan après. C'est une partie d'une grande composition de Penjikent qui représente l'enfer et le paradis zoroastrien. Alors ici, on a la porte de l'enfer qui est gardée par en fait une figure empruntée au panthéon bouddhique. C'est Vaishravana qui est ici comme gardien des enfers, et vous voyez, il y a un petit démon qui se tortille à ses pieds, il l'empêche de sortir de l'enfer. Et ici, c'est la porte du paradis, avec une femme qui a des fleurs sur la tête. C'est évidemment la Dène, l'image de l'âme qui va l'accueillir dans l'au-delà. Et alors, en haut, on a la déesse Nana. Alors, il faut savoir que c'est quand même une restitution très imaginative. C'est sans doute plus fiable que ce que faisait Khmelnytsky, mais ça a quand même une grande part d'imagination. Alors, on sait qu'il y avait Nana parce qu'il y avait son lion. Ici, un dieu avec une sorte de dragon dans son chapeau
semble-t-il, il tient une flèche. Alors on sait maintenant que c'est le dieu Tishtria, le dieu de la pluie, qui accompagne souvent Nana. Et des deux gardiens, un ici qui a l'air plutôt tranquille, qui tient un lion, et un ici qu'on va voir tout de suite, qui a intéressé Marchak par rapport à notre plaque, parce qu'il a lui aussi un aspect bestial. Tu peux montrer le gros plan de... Voilà, le voilà. Non, la photo suivante. Voilà, le voilà. Vous voyez qu'il a des cornes de bouc, de longs cheveux. C'est un peu le code de la représentation des démons en Inde, hein, avec des grands cheveux non coiffés et un visage qui a l'air quand même plutôt bestial. Donc Marchak a pensé que peut-être c'était lui sur la plaque. Et son idée, oui, enfin, il met ça en rapport avec le dieu de la victoire. Bon, enfin, là-dessus, c'est très, très, très imaginatif, très interprétatif. Le suivant. Alors, j'ai pensé de mon côté, j'ai fait une autre comparaison. C'est un autre dieu qui a alors lui, comme le nôtre, il a des oreilles de cheval sur la tête. Là, on voit très bien que ce ne sont pas ses oreilles, mais c'est des oreilles qu'il a sur le casque. Donc en fait, il a un aspect humain, il est barbu. C'est Tishtria, le dieu de la pluie, qu'on a vu tout à l'heure sur la peinture, qui tient sa flèche. Et vous voyez qu'il a la même position des jambes que le dieu sur notre plaque. Il y a quand même des différences, c'est que il a 4 bras et il est en armure. Donc il est indiqué qu'il a un aspect guerrier que n'a pas le dieu sur notre plaque. Alors, que penser de tout ça? La suite. Oui, alors, l'hypothèse de... Donc, on en est là pour... s'il s'agit de Dieu, ça pourrait... Donc, voilà les comparaisons qu'on peut faire. Alors, l'hypothèse de Kezlasov, c'est qu'il s'agit bien d'un couple de dieux locaux avec des modèles sogdiens, mais qu'ils sont réinterprétés. Ce n'est pas les mêmes dieux qu'on a en Sogdiane. Ce seraient les deux dieux principaux du panthéon turc, c'est-à-dire Tengri, le ciel, et Umay, la déesse de la terre, de la fécondité, etc. Tu peux remonter... Voilà, oui. C'est quand même un peu problématique parce que, d'abord, là, il faut vraiment, vraiment consulter des turcologues parce que je ne sais pas où sont les images bien identifiées comme Tengri et Umay. Mais pour Umay, bon, peut-être ça irait, mais représenter le Tengri sous cet aspect, avec des oreilles d'animal, ça me paraît personnellement un peu douteux. Alors, Tanabe, lui, s'est contenté de dire que le chameau était un symbole de prospérité, de fortune. Alors, je pense que là-dessus, on peut tous être d'accord. Hein. Maintenant, sur l'interprétation du couple, il y a eu donc l'hypothèse de... la dernière hypothèse en date, c'est celle de Tanabe, qui pense qu'il s'agit en fait du père et de la mère du donateur. Bien. Ce qui est quand même curieux, c'est que quand on a les donateurs, tu montres l'autre, ils ne sont pas du tout du même, ils ne ressemblent pas du tout à ça. Alors, est-ce que ce serait des ancêtres, des ancêtres déifiés, voilà. On en est là, on ne peut rien dire de plus actuellement. On voit que c'est le substrat de cette image n'est pas chinois. Il est sogdien, mais d'une manière assez distante, vraiment simplement par le schéma de composition et l'image du chameau. C'est évidemment un message local. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un couple divin? Est-ce qu'il s'agit d'un couple ancestral? Là, actuellement, je ne peux pas me prononcer davantage. Alors, on a encore 5 minutes, donc je peux dire un mot sur ce que dit Kezlasov, sur l'opinion de Kezlasov sur les identifications des villes. Hein.
En Bon. 2006. Hein 2006, parce qu'il n'était pas très affirmatif là-dessus dans son premier ouvrage. En 2006, donc Kislasov, bon, lui, il dit, en fait maintenant tout le monde est d'accord, Akbeshim, c'est Souyab. Bon, les inscriptions chinoises règlent le problème, la taille du site, Akbeshim et Souyab. Maintenant, il y a la question de la chronologie du site. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, Xuanzang a vu Souyab en 630 et la taille qu'il donne à la ville correspond à la taille qu'elle a maintenant. Mais il y a cette hypothèse que tous les remparts ont été reconstruits par les Chinois, selon une technique qui leur était propre, mais peut-être sur exactement la même superficie. Voilà. En ce qui concerne, alors c'est un peu plus tard que la période qui nous concerne, c'est la ville qui a succédé à Souyab, Balasagoud, qui a été la capitale. Donc Souyab a été la capitale donc a été le siège de la garnison chinoise, et puis ensuite donc des Turcs Turgesh, des Turcs Karlouk. En ce qui concerne, plus tard, on a les Turcs Karakanides qui sont bien installés ici, qui ont une capitale plus à l'est. Enfin, ils avaient plusieurs capitales. Plus à l'est, ils avaient à Beshbalik, qui était en fait près de Urumqi. Et puis, ils ont une ville qui s'appelle Balasagun. Et on identifie généralement Balasagun à un site tout à fait à côté de Souyab, qui s'appelle aujourd'hui Burana. Burana est marqué par un grand minaret qui subsiste encore, qui est clairement d'époque karakanide. Donc on a un bon indice pour penser que c'est là, mais il y a une objection là que soulève Kislasov, c'est que on nous parle d'un siège que Balasagun avait subi pendant 40 jours, avec des remparts très puissants, etc. Et on n'a pas du tout ça sur le site. Donc lui, il pense qu'en fait Balasagun se trouve ailleurs, à un endroit non encore identifié. Ce qu'il faut quand même se dire, c'est que tout ça, dans la longue durée, c'est une seule ville. Souyab, Balasagun, Tokmak, dont on nous parle ensuite, c'est une seule ville qui s'est promenée dans la même plaine. Et en plus, il faut savoir aussi que ce qu'on appelle parfois la capitale des Turcs, la capitale des Turgesh, la capitale des Karlouks, c'est pas forcément les villes fortifiées, les sites fortifiés que l'on voit ici. Ça pouvait être un campement à proximité. Quand on a les récits quand Xuanzang décrit la manière dont il a été reçu par l'empereur des Turcs occidentaux, ça se passe pas là. Ça se passe, je crois, plutôt du côté de Beshbalik, où il est reçu sous une grande yourte dans un campement. Il faut savoir aussi que la notion même de ville-capitale, elle est quand même très fluctuante. Ce qui est sûr, c'est que pour les Chinois, le siège du commandement ne pouvait être qu'une ville fortifiée, ça ne pouvait pas être autre chose, et que dans ce cas-là, c'est clairement Akbeshim. Voilà. Donc, effectivement, maintenant, la question de l'emplacement de la résidence de la princesse, du palais, les rapports respectifs entre la ville principale et le Shahristan à côté, et la question des trois temples, ça reste aujourd'hui des questions ouvertes. Voilà, je pense qu'on a dit ce qu'il y avait à dire sur Akbeshim. Et donc, aux deux prochains séminaires qui auront lieu dans le 21 et le 28 mai, nous déplacerons plus au sud, Tchatch, Kaboudan. Est-ce qu'on voit Tchatch d'abord? Non. Kaboudan. Oui, Kaboudan ou Cache. Oui, si Kaboudan. Et puis ensuite, nous verrons les informations du Tongtien à propos d'autres principautés sogdiennes,
Nous ne terminerons pas les principautés sogdiennes cette année, mais le séminaire, sous une forme ou sous une autre, sera poursuivi l'année prochaine. Voilà, eh bien alors je vous souhaite un bon week-end de Pâques, un bon confinement, le plus bref possible. Merci beaucoup.